Connaissez Jacques Arnoux. C'est un auteur français, historien des sciences, théologien, historien de la théologie. Il a déjà de nombreux livres à son actif depuis très longtemps. Il s'est intéressé aussi bien à des grandes figures que Teilhard de Chardin ou Darwin, mais il s'est aussi intéressé à toutes sortes de thèmes, en particulier liés non pas seulement aux sciences, mais aux sciences des astres en particulier. Les questions qu'il a travaillées depuis très longtemps sont aux confins de sa spécialité, du cœur de son métier, les sciences, l'histoire des sciences, avec une préoccupation marquée aussi pour la spiritualité, l'écho que toutes ces découvertes peuvent avoir dans notre pensée et dans cette modalité de l'exercice de notre esprit qu'est la spiritualité. Aujourd'hui, nous le retrouvons à l'occasion de la sortie de deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est L'impossible pour Horizon, l'essence de l'exploration de l'espace. On voit qu'il retrouve ici un champ de prédilection dans toutes ses recherches. Et un deuxième ouvrage qui s'appelle Entre terre et ciel, une éthique pour l'Odyssée de l'espace. Nous savons bien aujourd'hui que nous avons dû recalibrer un peu notre perception de nous-mêmes dans le vaste univers. Jacques Arnoux, qui depuis très longtemps a suivi les débuts, puis les progrès, puis les développements de toutes ces sciences, peut nous aider à justement accomplir ce travail pour nous situer, pour penser notre histoire et peut-être pour préparer notre avenir. Je lui laisse à présent la parole pour qu'il nous présente ces deux ouvrages, Entre terre et ciel, une éthique pour l'Odyssée de l'espace, et le deuxième ouvrage, L'impossible pour Horizon, l'essence de l'exploration de l'espace. À vous, Jacques. Merci Gilles pour cette amicale présentation. C'est vrai que l'espace occupe une grande place dans ma réflexion et au moment où nous sortons d'ailleurs d'une période de confinement, il est peut-être bon de nous tourner vers les étoiles et vers des espaces un peu plus grands que ceux de notre quotidien confiné. L'idée d'une éthique pour l'Odyssée de l'espace peut sembler étrange à beaucoup d'entre nous parce que nous avons l'impression que l'éthique ne concerne que nos vies quotidiennes en tant qu'humains ou en tant que terriens, et s'interroger sur une éthique, voire une morale de cette Odyssée de l'espace, de cette exploration de l'espace, peut paraître inutile ou simplement futile. Il faut tout de même rappeler que depuis plus de 20 ans maintenant, l'Agence spatiale française, le CNES, pour lequel j'ai eu la chance de travailler, eh bien, s'est engagée dans cette voie un peu singulière de se poser des questions sur le pourquoi et le comment de nos activités spatiales, aussi bien d'exploration, donc la manière dont nous quittons la Terre pour aller rejoindre éventuellement d'autres planètes, ou pour l'utilisation plus directe de l'espace, et je pense évidemment aux satellites qui tournent au-dessus de nos têtes et qui tous les jours nous rendent des services désormais indispensables, aussi bien en termes de télécommunication, en termes de météorologie, en termes de télépositionnement, des tas d'utilités auxquelles oui, nous les connaissons si nous y réfléchissons un instant, mais nous les ignorons la plupart du temps parce que nous les utilisons de manière parfaitement banale. Est-ce que parce que c'est banalisé, nous ne devons plus nous poser des questions sur le pourquoi et le comment de ces techniques? Est-ce que nous ne devons pas non plus nous poser des questions sur l'exploration de l'espace parce qu'aujourd'hui, les astronautes tournent autour de la Terre et ne vont plus vers la Lune, ou en tout cas, ils n'y vont pas demain, peut-être après-demain? Eh bien, sans doute ces questions n'appartiennent-elles pas à notre quotidien, mais elles doivent appartenir à des structures, à des organismes comme celle d'une agence spatiale nationale ou comme celle d'une agence spatiale internationale comme l'ESA, parce que ça fait partie de leur métier, non seulement de faire, mais de penser avant de faire. Voilà en gros la mission qui est la mienne depuis 20 ans, et c'est dans ce cadre-là que j'essaye de partager ces réflexions. Et j'en profite tout de suite pour remercier la maison d'édition ATF. Ses amis australiens, depuis maintenant plusieurs années, m'accompagnent dans ce travail de publication de ces réflexions pour un public français, pour un public aussi international, puisque les ouvrages que je vous présente aujourd'hui avec Gilles sont des ouvrages qui ont été en réalité d'abord publiés en anglais avant de l'être en français. Je profite donc pour remercier ATF et pour remercier aussi
l'Université internationale de l'espace, l'ISU, qui est localisée à Strasbourg et qui mène un travail de formation et aussi de sensibilisation aux activités spatiales auprès d'un public européen et international avec une, un dynamisme dont je profite en fait et j'essaie aussi de faire profiter mes lecteurs à travers le caractère international que cette université peut apporter à mon travail. Donc, tout d'abord, cet ouvrage Entre ciel et terre, un manuel d'éthique, en réalité, c'est un peu une troisième version, si je puis dire, d'un état des lieux que j'ai toujours voulu faire, ou voulu faire régulièrement sur ces réflexions dont je viens de vous parler. Qu'est-ce qu'il en est donc de cette interrogation en termes de pourquoi, de comment, de conséquences des activités spatiales? C'est une réflexion qui n'est pas, si je puis me permettre, totalement extraterrestre. Elle est d'abord enracinée dans mon appartenance à une agence spatiale, mon appartenance à des communautés d'ingénieurs, de scientifiques qui m'accueillent avec mes questions parfois un peu étranges pour eux, qui sont les mains dans la poudre quand ils sont ingénieurs de lanceurs, ou l'imagination dans les étoiles lorsqu'ils pensent à la vie extraterrestre. Et j'essaye avec eux d'alimenter leurs réflexions, de leur donner un arrière-fond culturel, un arrière-fond philosophique, un arrière-fond éthique, de manière à ce que tous, que ce soit eux, ingénieurs, scientifiques, ou nous, gens, j'allais dire, qui n'appartenons pas directement à ceux qui font l'espace, eh bien, nous puissions partager quand même cette grande aventure, ce grand rêve de l'humain d'aller rejoindre le ciel. Alors, pour certains, le ciel est spirituel, pour d'autres, le ciel est bien physique, est bien scientifique. Dans cet ouvrage, dans ce que j'ai appelé un manuel, d'abord, pourquoi l'ai-je appelé manuel? Parce que dans mon esprit, quand je l'ai rédigé, il est d'abord destiné au monde académique, au monde des étudiants que je rencontre régulièrement, auxquels j'essaie de partager ma réflexion ou notre réflexion au sein de l'agence spatiale. Et donc, je l'ai construit un peu comme un manuel, de manière, j'espère, la plus pédagogique possible. Et je me dis que si c'est pédagogique pour des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels qui, pour certains, vraiment découvrent le spatial, eh bien, il doit être aussi pédagogique pour des gens qui ont simplement un intérêt culturel pour l'espace sans y participer directement. Donc, j'y mets d'abord un peu d'histoire, de contexte historique, parce qu'il faut se rappeler que l'aventure spatiale n'est pas née en 1957 avec Sputnik ou en 1961 avec Gagarine, mais qu'il y a tout un arrière-fond mythique, symbolique, même de fiction qui a permis d'alimenter cette aventure et en réalité la faire naître au milieu du XXe siècle. Donc, il y a quelques éléments historiques qu'il est bon de rappeler, qui est même parfois agréable de rappeler, parce que l'imaginaire humain est assez extraordinaire dans ce domaine, vous le savez comme moi. Et puis ensuite, eh bien, de construire de manière, je répète, de manière assez simple et la plus pédagogique possible, eh bien, l'interrogation éthique elle-même, à travers aussi bien la dimension juridique, parce qu'il y a un droit dans l'espace, il faut le rappeler, et que ce droit a des fondements éthiques. Les juristes se sont d'abord posé des questions, effectivement, sur comment nous comporter dans l'espace. Donc, le droit reflète une réflexion éthique. Il y a également des éléments des dossiers tout à fait techniques. La question qui est aujourd'hui peut-être la plus connue du grand public, c'est la question des débris spatiaux. Tous ces satellites qui tournent autour de nos têtes sont d'abord des objets qui sont utiles, évidemment, mais dont il s'agit de gérer la circulation. Cet objet utile, mais une fois en fin de vie, ils deviennent des débris. Ils rentrent en collision, ils créent d'autres débris. Comment gérons-nous? Comment sommes-nous capables de gérer ces débris? Comment aussi les gérons-nous dans le futur? Parce que, comme tout le monde, vous avez entendu parler d'Elon Musk avec ces milliers de satellites qu'il envoie. C'est autant de satellites actifs aujourd'hui, mais aussi autant de débris demain. Comment allons-nous les gérer? Donc, il y a des dossiers très concrets qui permettent d'appréhender en réalité ce qu'est une éthique relativement pratique, qui n'est pas immédiate, qui n'est pas évidente, qui peut paraître éloignée de nous et qui pourtant reflète aussi la manière dont nous gérons nos environnements sur Terre. C'est la même chose lorsque nous allons explorer des planètes. Nous allons, tous les ans, vous avez droit, comme moi, à des annonces, des nouvelles sondes qui partent vers une planète lointaine, vers Mars ou peut-être vers la Lune. Eh bien,
comment gérons-nous ce désir d'explorer qui appartient à notre humanité? Est-ce que nous pouvons aller n'importe où, y faire n'importe quoi, y déposer nos sondes comme nous déposons des, des vieux papiers dont nous n'avons aucune conscience? Ben non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais je ne suis pas en train de dire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et en particulier dans l'espace. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui, des questions qui se poseront demain, et qui, à mon sens, et c'est un peu une des dernières parties de ce manuel, eh bien, nous interrogent sur ce que j'appelle les valeurs de l'espace. Quelles sont les valeurs que nous avons mises en œuvre dès aujourd'hui, nous, gens de l'espace, que nous voudrions mettre demain, des valeurs pas seulement d'intelligence, d'imagination, de curiosité, mais aussi des valeurs de responsabilité à l'égard des terrains que nous allons explorer ou à l'égard des constructions que nous allons mettre dans l'espace, à l'égard des hommes et des femmes que nous envoyons dans l'espace. Le public français connaît bien notre ami Thomas Pesquet. Est-ce qu'il est tout à fait raisonnable d'envoyer des humains dans l'espace avec tous les risques évidemment que ça entraîne? Là aussi, ce sont des questions qui peuvent, je crois, nous concerner tous. C'est pourquoi ce manuel d'éthique de l'Odyssée de l'espace est au fond une interrogation modeste sans doute, mais sur notre propre manière de nous comporter sur notre Terre aujourd'hui, parce que nous restons quand même majoritairement tous des terriens. Et il en est de même pour ce deuxième ouvrage, sur lequel je parlerai un peu moins longuement, mais de l'impossible pour Horizon, qui s'interroge sur la question de l'exploration. Nous sommes aujourd'hui des terriens qui explorons beaucoup moins que nos prédécesseurs, parce que nous avons fait le tour de notre planète. Nous sommes allés le plus haut que nous puissions aller sur les massifs montagneux, le plus profond que nous puissions aller au fond des mers. Nous avons l'impression que cette planète, nous la connaissons de manière totale. Les explorateurs sont plutôt des aventuriers qui se mettent dans des conditions particulières, parfois des parcours que des explorateurs, eux, ont fait il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles. Et pourtant, je suis persuadé que nous avons besoin d'un esprit d'explorateur. Nous avons besoin d'alimenter, de redécouvrir ce que signifie que d'aborder des terres qui nous sont inconnues. Nous avons encore tant de terres inconnues à découvrir dans nos sociétés, dans les défis qui nous sont lancés, ou même en nous-mêmes. Je pense à l'exploration spirituelle, si je pouvais utiliser cette expression. D'où ce petit essai de réflexion autour de l'idée d'exploration, évidemment dans le contexte spatial, mais comme je l'ai dit précédemment, je suis persuadé que ce que nous découvrons aujourd'hui dans l'espace, au-dessus de nos têtes, dans ce qu'on appelle l'extra-atmosphère, donc loin de notre habitat habituel, eh bien, tout ce que nous y faisons, tout ce que nous y rêvons, tout ce que nous y projetons, ne sont au fond que ce qui nous habite, nous, sur Terre. L'espace n'est que le miroir de notre Terre, un miroir pour notre humanité. Voilà ce que j'espère pouvoir faire partager, ou pouvoir partager avec mes lecteurs francophones avec ces deux ouvrages. Et j'espère aussi que, vous l'aurez compris, c'est un milieu enthousiasmant, parce que je suis persuadé que c'est d'abord un milieu où se révèle l'humain, notre humanité, dans ses peurs, dans ses espoirs, et puis avant tout dans ses choix. Merci beaucoup, Jacques, pour ces quelques mots. Si tu permettais, je voudrais bien poser juste deux questions. Il y en a une qui me vient à l'esprit. J'ai le souvenir quand nous étions plus jeunes, c'est-à-dire dans les années 60, 70. Tu as dû connaître comme moi toutes ces émissions où on nous expliquait le pas à pas des découvertes spatiales avec des journalistes qui faisaient des émissions extrêmement pédagogiques, et de sorte que on fait partie de gens qui ont vu de quelque manière s'ouvrir l'espace presque en direct. Alors aujourd'hui, sans doute que d'aucuns seraient enclins, et c'est peut-être aussi une question, à remettre en cause ces avancées, la certitude de ces savoirs. On peut entendre parfois des contestations. Ma première question portait sur ceci. Est-ce que ces nouvelles découvertes que l'on fait aujourd'hui, l'état où on en est suffisamment distillé? Parce que si on veut éveiller une conscience éthique sur le bon usage de l'espace, il convient de savoir s'y situer, et je pense que ça doit commencer relativement jeune. Est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose qui se fait suffisamment aujourd'hui, suffisamment bien pour que l'on sache qu'est-ce qu'on est dans ce ou ces si vastes univers? Une première question, la deuxième après.
Alors, évidemment, je travaille avec des collègues dont un certain nombre sont engagés dans le domaine de la communication et ils se plaignent toujours de ne pas pouvoir parler suffisamment souvent de ce qui nous passionne, parce que nous sommes plutôt une communauté de passionnés et d'enthousiastes. C'est vrai que nous ne sommes plus dans la situation des années 60 avec en particulier ce programme américain Apollo qui a définitivement marqué le XXe siècle et tellement marqué le XXe siècle qu'aujourd'hui encore, quand je sors du CNES, de l'agence spatiale, et que je vois tous ces jeunes porter les t-shirts de la NASA, je suis évidemment jaloux parce que j'aimerais que au lieu du mot NASA, il y ait le mot CNES, mais c'est parce que la NASA a été l'acteur principal, médiatique, symbolique ce premier chapitre de l'aventure spatiale. Et aujourd'hui, le nouvel acteur, il s'appelle Elon Musk et c'est SpaceX. Et si demain, ce que je souhaite, SpaceX emporte à nouveau les nouveaux astronautes vers l'orbite terrestre, eh bien, le logo de SpaceX pourrait peut-être prendre la place, une partie de la place du logo de la NASA. Et ce ne sera pas nécessairement le logo de l'Agence spatiale française ou européenne. Donc, il est sûr que ça, c'est une question de place dans l'horizon médiatique. En revanche, je crois que la place qu'occupe l'espace en général, aussi bien comme un lieu scientifique qu'un lieu technique, n'est pas du tout négligeable parce que c'est un générateur d'imaginaire. Et en ce sens-là, il faut l'utiliser comme aussi un générateur de curiosité. Ça reste toujours pour le monde de l'éducation un support pertinent parce que ça fait rêver. C'est vrai que quand il m'arrive de me présenter parmi des gens qui ne me connaissent pas et que je leur dis je travaille à l'agence spatiale, je vois encore quelques étoiles qui brillent dans les yeux des gens parce que c'est un domaine qui fait rêver et qui, dans le domaine scientifique, fait peut-être un peu moins peur que d'autres domaines. Mais justement, ce que je crois nécessaire, alors je laisse aux gens compétents dans le domaine des médias et dans le domaine de la vulgarisation le soin de répondre à ce, peut-être d'augmenter aussi la place du spatial, la place, tout ce que ça signifie en termes de connaissances, mais je crois nécessaire aussi de porter une partie qui est la partie plus philosophique. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que signifie pour nous, aujourd'hui, les humains, de découvrir un univers sensiblement différent de celui de nos prédécesseurs, en termes de taille, en termes de diversité, en termes d'avenir aussi. Et je crois qu'il y a un lieu à la fois d'émerveillement. Il nous faut sans doute retrouver une forme d'émerveillement vis-à-vis du cosmos. Ça, j'en suis persuadé, de plus en plus. Et c'est vrai que des très belles images du cosmos nous aident à cela. Peut-être aussi de belles images en termes d'intelligence humaine qui se développe face à ça. C'est l'humain, vers l'humain qu'il faut revenir. Et ne pas croire que l'espace est déshumanisé ou même est inhumain. Au contraire, de l'espace, nous ne dirons jamais que ce que nous, les humains, pourrons voir. Donc, c'est un tel révélateur de ce que nous sommes. C'est ça que je voudrais peut-être partager. Alors peut-être une toute dernière question avant de conclure. Tout cela, ce sont des représentations, enfin, ce sont des connaissances qui sont de nature, et on l'a vu à travers notamment toute l'histoire de la théologie, parfois à requalifier notre perception du monde, mais aussi dans les domaines plus pointus de la philosophie ou même de la théologie, comme je l'ai un peu esquissé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est un grand sujet, mais on peut faire peut-être une réponse pas trop longue. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'impact de ces représentations du monde sur les représentations du monde qui ont cours, par exemple, dans le discours théologique? Est-ce que le lien, le dialogue, même le dialogue contemplatif, on pourrait dire, entre science et théologie, te paraît être quelque chose de fécond pour nourrir cet esprit d'exploration et d'émerveillement, d'étonnement dont tu parlais tout à l'heure? C'est un magnifique sujet. Je crois qu'effectivement, nous sommes là un peu en un temps de l'entre-deux. Nous sommes encore très marqués dans le domaine théologique et sans doute philosophique que je connais moins, mais en fait, nous sommes encore très marqués par des représentations qui commencent vraiment à dater. Je crois que la vision du cosmos, ce que tu évoques à travers
aussi bien, je vais dire un gros mot, mais le Big Bang, bon, ou les dimensions de l'univers, et au milieu de tout ça, l'humain, nous, nous ne les avons pas encore vraiment intégrées parce qu'elles sont vraiment difficiles à intégrer. Ça ne veut pas dire que toute la tradition théologique est sans outils et démunie face à ces nouvelles visions, parce que en réalité, ces visions sont, d'une manière ou d'une autre, sont nées de ces traditions théologiques. Il y a de quoi alimenter notre réflexion actuelle dans cette tradition, mais encore, je dis bien alimenter une réflexion, c'est-à-dire pour faire un pas en avant. Nous avons de quoi aller chercher comme de la nourriture dans le passé, mais il faut quand même faire ce pas en avant. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mentionner ici un de mes compagnons de réflexion, mais enfin un compagnon, si je puis prendre ce terme-là, c'est peut-être un peu osé de ma part, mais qui est ce grand marcheur et ce grand penseur qui était Teilhard de Chardin, avec les intuitions qu'il a eues face à l'univers qui se dévoilait petit à petit sous ses yeux, parce qu'il était contemporain d'un Georges Lemaître et de la théorie du Big Bang, ou des premières visions d'un être humain qui n'a pas que quelques milliers d'années, mais des millions d'années, par exemple, pour donner des dimensions spatiales et temporelles. Et s'il fallait être un tout petit peu, comment dirais-je, facétieux, j'évoquerais éventuellement aussi une autre figure, mais plus dangereuse peut-être, parce que c'est celle d'un hérétique, qui était Giordano Bruno, qui a aussi à sa manière à dénoncer, mais je veux dire au sens à désigner, comme on désigne des lieux sur lesquels il faut travailler, mais c'était déjà au XVIIe siècle, enfin, à la fin du XVIIe siècle, des lieux justement de non pas comment dirais-je, bien sûr de difficultés, mais des lieux où des pierres qui peuvent être des pierres de fondation, des pierres d'achoppement en quelque sorte. Et c'est vrai que nous réalisons en quelque sorte ce que un Bruno ou même plus récemment un Teilhard de Chardin avait désigné comme étant des lieux sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour aller plus loin. Parce que c'est ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit effectivement d'aller en avant. Donc, que c'est une réflexion philosophique, une réflexion théologique, une réflexion scientifique, nous ne pouvons pas rester sur place parce que de toute façon, rester sur place, c'est déjà être en arrière. Merci pour ces quelques mots. Peut-être que pour conclure, on peut rappeler à ceux qui nous regardent que pour se procurer ces ouvrages, eh bien, il leur suffit de se connecter sur le site de atf.org, ATF Théologie, ATF France. Le site fournira toutes les informations nécessaires. Un très grand merci, Jacques. Merci.